Donc, second volet de notre première journée consacrée aux éthiques de Michaud. Ce matin, nous avons pu entendre Marielle Massé évoquer le débat de la vie avec elle-même dans les formes, à travers une lecture comparative de la question des manières chez Ponge et des formes et des façons chez Michaud. Et puis ensuite, un propos qui mêlait une relation autobiographique à Michaud de la part de Claude Mouchard et en même temps, à travers ces différentes évocations, des moments de réflexion très intenses d'un rapport herméneutique à Michaud, Michaud le compagnon latéral, comme le disait Claude. Et donc cet après-midi, on aura une après-midi magnifique avec Nathalie Piéguet, Muriel Pic, Laurent Génie et Raymond Bellour. Donc j'ai le plaisir de présenter Nathalie Piéguet, qui est désormais professeure à l'Université de Genève, après avoir été longtemps professeure à l'Université de Paris 7 de Diderot. Nathalie est une spécialiste de la littérature narrative en prose du XXe siècle, une spécialiste reconnue de quelqu'un dont ce matin il ne fut pas dit que du bien, Aragon, mais aussi spécialiste de Pinget, de Pierre Michon et d'écrivains, comme on dit chez Belin, de l'extrême contemporain. Nathalie vient de publier, il est sous presse, un numéro de la revue Europe consacré à Jean-Christophe Bailly, et elle travaille en ce moment sur un projet qui est d'une certaine manière la suite, l'inverse et le symétrique de son livre précédent consacré à l'érudition imaginaire, puisque c'est un livre consacré à la figure de l'idiot. Et donc nous l'entendrons maintenant pour un propos consacré à l'idiot intérieur. Nathalie, c'est à toi. Merci Martin. Oui, donc ce travail, cette présentation sur Michaud, dont je ne suis pas une spécialiste, ce dont je vous prie de m'excuser, prend place dans une réflexion plus générale sur la figure et les formes de l'idiotie dans la littérature du XXe siècle. Et donc au départ de cette réflexion, il y a Plume. Plume, sa maladresse, sa gaucherie, son incapacité à se conduire normalement. C'est une légère victime, un personnage embarrassé au restaurant ou en voyage, et il garde dans tous les tracas et les encombrements quelque chose d'aérien. Il manque souvent de tomber, mais il se relève et le poème finit. Il réapparaît dans le suivant sans que l'on s'inquiète de son destin entre les 2 temps et 3 mouvements de ses apparitions-disparitions. Plume est donné à l'écriture comme par une grâce qui traverse tous les textes. C'est un personnage trouvé lors d'un voyage, comme le rappelle Michaud, qui s'étonne de l'avoir d'ailleurs ainsi rencontré. Il est venu à lui, a fait de lui un écrivain, puis s'en est allé après avoir marché, la tête au plafond, et mis le désordre dans un wagon ou dans un restaurant. Avec Plume, écrit Michaud, je commence à écrire en faisant autre chose que de décrire mon malaise. Un personnage me vient. Je m'amuse de mon mal sur lui. Je n'ai jamais sans doute été aussi près d'être un écrivain, mais ça n'a pas duré. Il est mort à mon retour de Turquie, aussitôt à Paris. À Paris, je redeviens moi-même et je prends de nouveau l'écriture en suspicion. C'est donc un personnage, de l'aveu même de Michaud, mais un personnage qui a un statut très particulier, intermittent, sans consistance psychologique, sans histoire qui le détermine, sans lien autre que ceux qu'il crée lors de ses rencontres avec les autres. Et peut-être le mot de rencontre est déjà un peu trop fort, plutôt des contacts qu'il établit avec eux. Et j'insiste sur cette indétermination de Plume parce qu'elle représente, je pense, une condition de ce pôle de résistance qu'est l'idiotie et sur lequel je reviendrai. Indétermination donc de son visage, on ne sait rien, de son âge non plus, on l'imagine jeune, et il n'a pas une face de clown, ni celle d'un Pierrot lunaire, c'est juste une silhouette gracile qui se heurte au contour du monde. Il n'a pas non plus de devenir, c'est juste une présence. Pas de quoi faire un roman, donc. Et pourtant, on pense à lui après avoir fermé le livre, on l'imagine souvent, on le reconnaît parfois au détour d'un jardin public ou dans un train.
Et surtout, on est sûr qu'il a de nombreux cousins, germains ou lointains, dans une littérature qui lui est contemporaine ou postérieure. Je pense à Crabbe, chez Chevillard, au Chronope est fameux pour Cortázar, à Palomar pour Calvino, et peut-être à Monsieur Songe pour Pinget. Tous ces personnages ont sa fantaisie, sa grâce, son étourderie, certaines formes de son idiotie, et ne s'incarnent comme lui qu'un peu, et dans des formes qui sont toujours des formes courtes, des aphorismes, des anecdotes, de petites proses ou des poèmes en prose. Avec eux, quelque chose peut se raconter qui leur arrive, mais sans que cela ne les transforme. Et l'idiot, c'est celui qui ne se transforme pas. Plume reste égal à lui-même, sans âge et sans temps donné, il n'y a ni avant ni après. Et comme le Crabbe de Chevillard, il est une trajectoire, un pur mouvement. Alors je cite ce que dit Chevillard de Crabbe. Mes personnages, Crabbe ou Palafox par exemple, sont plutôt des figures de rhétorique incongrues ou des pronoms personnels nouveaux qui viennent parasiter la langue et profitent en effet de ses extraordinaires ressources, de son efficacité terrible pour se développer selon leurs lois propres. Et ce que Chevillard dit là de Crabbe vaut évidemment aussi pour Plume. Et comme avec Plume, Chevillard avec Crabbe invente un rapport au langage nourri de néologismes, car le dictionnaire est insuffisant et le personnage est une ressource poétique. Alors, je cite quelques lignes de Chevillard qui me semblent devoir beaucoup à Michaud. C'est le moment, c'est dans le personnage, dans le volume La nébuleuse du Crabbe. À l'unir, à Marcyr, à Vénusir, à Jupitérir, à Mercurir, à Saturnir, à Urnathanir, à Plutonir. Crabbe occupe le seul poste de terminologue du Centre d'études aéronautiques et spatiales, c'est du travail. Il forge le vocabulaire de la conquête. Et comme Plume, Martin a parlé ce matin des néologismes, comme Plume, Crabbe se cogne à toutes les bornes du monde réel, le travail, les dates, et tout particulièrement celles de la naissance et de la mort. Il se cogne aussi aux autres, et tout particulièrement à son père et à sa mère, à vrai dire surtout à sa mère. Crabbe naquit avec les pieds palmés, sa mère le cachait, son père le battait. Ses deux frères et ses deux sœurs se moquaient cruellement de lui. Triste enfance. Mais le temps passe, mort des parents. Le frère aîné fit carrière dans l'armée, l'autre périt dans un accident. La première sœur épousa un ex-champion universitaire de lancer de poids et la seconde ouvrit un petit commerce de spécialité locale qui périclite. Quant à Crabbe, il devint un signe majestueux que l'on sait. Pour autant, il n'en a pas fini avec sa mère. Elle met du poison dans son gâteau d'anniversaire. Elle l'a abandonné à sa naissance, mais à chaque fois, elle le réempoisonne à chaque année. Parce qu'à sa naissance, il faisait 100 kilos d'ankylose et elle le pinçait pour savoir s'il était bien mort. Crabbe est donc un personnage d'idiot. Il l'est, il le demeure, il refuse de s'adapter à tout ce qui l'entoure, à tout ce qui rend le quotidien transparent, et il refuse le geste insu et la vie banale. Alors cet embarras de Plume, comme celui de Crabbe ou des Chronopes et fameux de Cortázar, est plein de fantaisie, mais aussi, on l'a entendu, d'humour et d'inquiétude. Ils enchantent et dérèglent le langage et la syntaxe. Et je vais faire un dernier petit excursus en citant un autre cousin de Plume qui apparaît dans une nouvelle de Cortázar qui est recueillie dans Gite, où Cortázar, dans une immense phrase qui constitue à elle seule la nouvelle, prend le personnage au piège de son pullover dont il ne parvient pas à sortir. Et nous, lecteurs, nous sommes pris dans le piège d'une phrase où l'on retient son souffle de peur que le personnage ne finisse par passer par la fenêtre tant il n'arrive pas à sortir de son pullover. Mais les choses se finissent plutôt bien. Il finit par en sortir, par mettre ses mains à plat. Il a enfin la tête à l'air libre, mais il a eu chaud. Si je prends cet exemple, c'est parce qu'il s'agit d'un personnage embarrassé et d'un personnage qui ne sait pas comment faire avec les limites de la phrase et avec ses bras. Je reviendrai sur les bras. Le personnage de l'idiot, donc, est un personnage inadapté, au corps à la fois léger et embarrassé, et pourtant, il traverse, avec grâce et drôlerie, toutes sortes d'obstacles.
L'idiotie, je l'entends là, avec ces petits exemples que j'ai évoqués, non pas comme un synonyme de la bêtise, qui est psittacisme, conformité à un comportement social, souvent impensé, mais plutôt comme une forme de singularité radicale, qui est d'abord hantée sur des déficiences et des manques de facultés, des manques de pensée, des manques de raisonnement rationnel, des manques de langage délié et des manques de connaissance des codes et des normes. Imbécile par sa fragilité, Plume n'est jamais bête, pour cela il est beaucoup trop léger. Et c'est la même chose, je pense, avec les fameux électronopes ou avec Crabbe. Je disais tout à l'heure qu'il était indéterminé. Il est indéterminé parce que Michaud se garde de le représenter. Il ne dit rien ou presque de son corps, ni même de sa façon de parler. Il ne le qualifie pas, c'est moi qui m'autorise à le qualifier d'idiot, pardonnez-moi, alors que d'autres écrivains, comme Pinget le fait avec son Fonfon, dit qu'il est un crétin, ou de Mahut qu'il est un maboule. Il n'a pas non plus l'opacité d'un idiot comme l'idiot de Faulkner, Benji, qui lui nous oppose quelque chose d'irréfragable. Et il n'est pas non plus le clown, qui est à la fois comique et tragique, et qui lui cherche surtout et avant tout à disparaître. Pourtant, comme un clown, il est un ressort comique, comme l'est aussi Charlot, dont vous vous souvenez que Michaud l'admirait et qu'il lui a consacré très tôt un texte intitulé « Notre frère Charlie ». L'inadaptation, qui est une qualité première pour Michaud, est en effet commune à Plume et à Charlot, dont l'on sait que cette inadaptation, on sait qu'elle est un principe fondamental du comique burlesque. Par exemple, dans le burlesque, on va utiliser des objets contre l'usage qui est prévu. Mais contrairement à Charlot, Plume ne prend guère d'initiative et les rapports humains auxquels il est confronté sont soit de l'ordre d'un symbolique fabuleux, une mère de 9 enfants, une reine, soit complètement codifiés, le maître d'hôtel, le commissaire du paquebot, le chirurgien, etc. Plume, donc, contrairement à Charlot, reste un personnage aérien sans le poids mort de la société qui leste le personnage burlesque et fait sa force comique propre. Ce qui leur est donc commun, outre ce comique qui est différent dans ses tonalités, c'est le principe d'inadaptation dont Michaud a toujours fait l'éloge. C'est le Michaud moraliste dont on parlait ce matin. Et dans Poteau d'angle, Michaud met en garde ceux qui, je cite, sont bêtes pour avoir été intelligents trop tôt. Il nous met en garde, toi, ne te hâte pas vers l'adaptation, toujours garde en réserve de l'inadaptation. L'inadapté, c'est donc, comme Charlot, celui qui, en position de policeman qui règle la circulation, fait tomber son carnet au procès-verbaux dans la boue en voulant ramasser un mégot et qui finit très vite en vagabond, vêtu de cambouis, renvoyé au poste puis au cachot. C'est ce que raconte Michaud dans le texte « Notre frère Charlie ». Mais c'est aussi celui qui sait préserver son homme gauche. Car le droit, en général, est bien mené, dominateur et puissant, tandis qu'on laisse le gauche s'atrophier. Alors, il s'agit du bras. Le droit, il tendrait facilement au brillant, un brillant qui ne va pas loin, sans doute, un brillant quand même. Il veut montrer sa vitesse, ses retournements, son démarrage, sa vivacité toute relative. Le gauche, eh bien, à part qu'il est empoté, il le sera moins dans quelques temps, il est rêveur, hésitant. Il aurait sa grâce, peut-être il l'aura, une certaine tendance au recul, comme moi, et une certaine façon d'être intérieur, quoique comme tout bras, forcément à l'extérieur. Et on parlait tout à l'heure de l'affection de Marielle Massé pour le bras cassé, et je crois que le bras, c'est cela, il est intérieur, comme tout bras, d'où mon idiot intérieur, mais forcément à l'extérieur. Et Michaud d'ajouter, je suis un peu surpris que les gens ne donnent pas plus de renseignements sur leur homme gauche et sur leur homme droit. Cela tient sans doute à ce qu'ils n'ont pas tenté de les faire manœuvrer, vivre à part l'un de l'autre en individu, ce qu'il faut essayer. Ne serait-ce que pour se défatiguer, en défatiguant le droit. Les mouvements du gauche sont une surprise à connaître. L'homme gauche, l'idiot, vous comprenez donc qu'il est le produit
d'une ascèse, d'une hygiène. Ce n'est pas quelque chose qui est donné, c'est quelque chose vers quoi on tend dans peut-être une forme d'éthique de l'idiotie. Car sans aucun doute, cet homme gauche, il relève de l'idiotie, de cette gaucherie que Plume, à certains égards, illustre. Et dans l'éducation, la vie sociale, la culture, c'est toujours l'homme droit qui l'emporte et qui cherche à mater en chacun, et avec le concours en chaque homme de son homme droit, l'homme gauche que l'on est aussi. Et si on avait voulu mater Michaud, il aurait fallu, de son propre aveu, d'abord mater son homme gauche, en le dressant, comme on disait jadis qu'il fallait faire des enfants, en lui faisant faire du sport, par exemple, ou en l'obligeant, je cite Michaud, en le forçant à sortir de la coquille, et ainsi on l'aurait dépersonnalisé. C'est le mot qu'il emploie, dépersonnalisé. C'est donc bien reclus, caché, protégé, que l'homme est le plus singulier, le plus idiot. L'homme droit serait donc le moins individué, et c'est par sa gaucherie que le sujet se révèle le mieux. L'idiot en lui, en soi, est son roi. Mais Plume n'est pas la seule figure de l'idiot qu'on rencontre dans Michaud, et je crois qu'il y a un autre rapport à l'idiotie qu'il faut essayer d'approcher, un rapport qui tient non pas à une forme d'être avec ce moi qui est constitué d'un gauche et d'un droit, mais qui est un rapport à une forme de savoir. L'idiotie, pour Michaud, on le sait bien, c'est une forme de défiance sans cesse réaffirmée envers le savoir, envers tout ce qui est oubli de l'ignorance primordiale, qui nous ramène pourtant au premier jour de l'humanité, qui nous conduit là où tout est encore inachevé, indéterminé et donc possible. Je cite un extrait de Passage, c'est Observation dans Passage. Louis XIII a 8 ans, fait un dessin semblable à celui que fait le fils d'un cannibale néo-calédonien, à 8 ans. Il a l'âge de l'humanité, il a au moins 250 000 ans. Quelques années plus tard, il les a perdus. Il n'a plus que 31 ans. Il est devenu un individu. Il n'est plus qu'un roi de France, impasse dont il ne sortit jamais. Toute sa vie, celui qui n'est plus un enfant devra désapprendre, se défaire, se déprendre de ce savoir et de cette maîtrise qui l'encombre et qui, sans aucun doute, l'empêche à la fois d'éprouver et d'inventer. Dans Passage toujours, l'adulte abêtit son ignorance. L'adulte abêtit son ignorance. Pour autant, cette réticence envers la connaissance, qui est commune à beaucoup d'écrivains du XXe siècle, depuis le dadaïsme jusqu'à Beckett au moins, cette réticence envers la connaissance se distingue d'une conception géniale et romantique de l'enfance. Je crois qu'il n'y a aucun romantisme de la génialité expressive de l'enfant, de l'idiot ou du fou chez Michaud. On est bien plutôt du côté d'une scène qui serait proche de celle d'un Robert Walser, qui réclame, par exemple, de devenir idiot. Le devenir idiot, c'est un processus, c'est quelque chose à quoi il faut tendre par une sorte d'hygiène, de respect de soi. Et dans une lettre à sa sœur, traduite par Muriel Graff dans l'édition publiée chez Zoé, Walser écrivait « On meurt si vite, juste devenir idiot. Il y a quelque chose de merveilleux à devenir idiot, mais il ne faut pas le vouloir, on le devient tout seul. » Et sur ce point, malgré cette proximité que je pense forte entre ces deux écrivains, il y a une différence. Chez Michaud, ce qui est commun, c'est le devenir idiot. Non pas rester idiot, mais devenir idiot. Ça, je crois que c'est très important. Mais chez Michaud, c'est une ascèse, c'est une tension, c'est une espèce d'hygiène qui demande un effort, alors que chez Walser, ça serait peut-être se laisser aller à l'idiotie. Bon, je ferme la parenthèse. L'idiot pour Michaud, ça n'est donc pas seulement le naïf, celui qui aurait une espèce de force expressive à préserver et qui en resterait un état de virginité du rapport au savoir ou à l'expérience. L'idiot, c'est plutôt celui qui a une conscience forte de son ignorance, ou du moins d'une partie de celle-ci. Le bête, lui, l'ignore toujours, comme on sait, et l'imbécile n'a pas la force de la pensée.
D'une façon ou d'une autre, dit Michaud, le plus savant des hommes comme le plus ignorant, l'un et l'autre ignorent où est leur ignorance, comment elle les enrobe, les conserve, les maintient malgré quelques escapades, ignorance de base. Et c'est cette ignorance de base qu'il faut préserver. L'idiot serait donc celui qui a une conscience aiguë d'une forme de singularité, j'emploie le mot avec précaution parce que c'est ni une identité ni une individualité, une singularité que le lien avec les autres, avec tous les autres, risque d'altérer. Cette singularité, comme on sait, elle n'est pas psychologique, et il est difficile aussi de dire qu'elle est physiologique, puisqu'il n'y a pas de description du corps propre chez Michaud, il n'y a pas de portrait de l'artiste en singulier, original, radical, il y a plutôt une tension vers ce qui le traverse, le maintient, le meut. Un artiste, un sujet, qui doit toujours garder son sentiment porteur, c'est une expression extrêmement importante, on a un seul sentiment majeur, on n'a pas besoin de plus d'un sentiment majeur, que Michaud appelle le sentiment porteur. Et ce sentiment porteur, c'est ce qui donne aussi au sujet son tempo propre, un tempo que chacun doit chercher à maintenir. Ce moi, qu'il faudrait plutôt appeler une concaténation de moi, ou bien un passage des moi, est sans cesse menacé par les autres, qui le distendent, le mutilent ou le restreignent. Il se sent menacé, il se sent décentré, par exemple par celle qui veut entrer de toute force en contact avec lui, avec ce bras qu'est le téléphone. La peur des lianes, des liens, ou de ce bras qu'est le téléphone, exprime cette appréhension du contact qui surgit même à distance, qui cherche à mettre la main sur celui qui se dérobe jusque dans la nuit. Préserver son idiot intérieur, ce serait donc cela. Rester dans sa solitude propre, loin des liens qui emprisonnent. Rester, comme le dit Michaud, joint à son trouble et à lui seul. Mais non pas pour faire l'idiot, pour faire son intéressant ou pour faire rire, ni même pour se moquer de la science et des Bossuet et de tous les autres savants et écrivains contre qui Michaud est, quoi qu'il arrive. Non pas faire l'idiot, mais être idiot, tenter d'être irréductiblement singulier. Être à l'intérieur de cet espace singulier et selon son tempo. Alors là, c'est peut-être une petite réserve, un point de discussion qu'on pourrait avoir sur le rapport à l'espace et à cette détermination que tu disais fondamentale pour la singularité, l'individuation de l'espace. Je crois qu'il y a aussi chez Michaud la question du tempo, qui est bien sûr une question temporelle. Donc, rester seul, joint à son trouble, et rester le plus proche possible de son tempo, sans accepter que celui-ci se dérègle au contact du monde extérieur et des autres, y être bien. Et si on accepte de le dérégler, c'est avec le piano des médicaments, c'est pour l'observer ensuite avec le cérébromètre. C'est donc, là encore, dans quelque chose qui a une tension, qui a une volonté, qui a un geste recherché. L'idiotie, vous avez compris pourquoi je disais être idiot, faire l'idiot. L'idiotie de Michaud, c'est une scène sans hystérie. C'est un espace intérieur, sans autre spectateur que le moi, qui le parcourt, qui l'observe. C'est l'inverse du faire l'idiot démonstratif, scandaleux, qui est le parti pris dadaïste, burlesque ou parfois grotesque. Mais le sujet ne reste jamais complètement seul, il se confronte aux autres et toujours il risque d'y perdre quelque chose, de mutiler l'autre ou bien de se défaire, de le défaire au risque de se perdre. C'est ce que l'on comprend en lisant un certain nombre de poèmes de mes propriétés qui expriment tous cette crainte. Le premier auquel je vais faire référence s'intitule « Un chiffon », car les jeux de société chiffonne Michaud. Il se dégonfle, il se ratatine. On ne m'invite plus dans le monde. Après 1 heure ou 2, où je témoigne d'une tenue au moins égale à la moyenne, voilà que je me chiffonne, je m'affaisse. Je n'y suis presque plus. Mon veston s'aplatit sur mon pantalon aplati. Il est l'objet de la risée générale, mais il se regonfle pour gagner la sortie. Je me brosse vite les habits de la main et je m'en vais mécontent. Et tous de pouffer de rire derrière la porte. Pantin ridicule.
Mais la conclusion du moraliste est là. Pince sans rire, à distance. Des gens comme moi, j'ai déjà cité un passage tout à l'heure, des gens comme moi, ça doit vivre en ermite, c'est préférable. Donc la question, c'est celle de l'affaissement, de la perte de la forme. Si j'en reviens à ma comparaison avec Charlot, Charlot, tout débile et menu qu'il soit, garde toutes ses articulations, au rythme si souvent saccadé. Et quelque voûté et fragile qu'il apparaisse, triste et courbé, il est toujours rapide et agile. Le sujet de Un chiffon, lui, redoute ce qui va vers la déprise, et pour éviter de se détacher de soi, de perdre sa forme, un bras, une tête, une jambe dans l'affaire, ce qui est toujours un risque quand on sort de son trouble intérieur, il ne faudrait jamais s'attacher ni se confronter, il trouve un antidote qui est l'attaque et l'agressivité, qui sont le revers de cette peur du contact. J'ai déjà dit que dans la rue, je me battais avec tout le monde. Je gifle l'un, je prends les seins aux femmes. En me servant de mon pied comme d'un tentacule, je mets la panique dans les voitures du métropolitain. C'est toujours dans mes propriétés et c'est une vie de chien. Parce que le sujet ne peut pas entrer en contact simplement avec l'autre, il a besoin de prothèses, le pied tentacule, ou bien les pseudopodes évoqués dans Arriver à se réveiller, pseudopodes qui permettraient d'avoir une prise sur le monde après que la nuit l'a laissé cadavre. Pour arriver à la forme que je devine devoir mettre la plus propice, je vise en tâtonnant à devenir une forme à pied ou à pattes ou à pseudopode. Avec beaucoup de pattes, j'espère trouver plus rapidement le sol dont je me trouve dangereusement loin. Reprendre pied dans le jour, dans le monde, c'est donc trouver de quoi s'accrocher. Et toutes ces scènes, on pourrait les multiplier, présentent une alternative qui est la suivante, ou la solitude radicale, ou l'attaque, comme si le corps ne se suffisait pas à lui-même, ce sont les limites du corps propre, ou bien il doit s'inventer des prothèses, des pseudopodes, ou bien il doit mutiler le corps de l'autre, la mise en contact étant toujours, par l'excès ou par le manque, ce qui porte atteinte à l'intégrité. Il y a une angoisse fondamentale qui se résout de la façon suivante à la fin du poème Mes occupations. Je peux rarement voir quelqu'un sans le battre, d'autres préfèrent le monologue intérieur. Moi non, j'aime mieux me battre. Il y a donc une réversibilité qu'on pourrait observer dans un très grand nombre de poèmes, de l'attaque et de l'apathie, une réversibilité de la guerre et du repos. Une scène qui illustre très bien cela, c'est la scène de Plume au restaurant, où, vous connaissez le texte. Je relis juste un exemple qui nous montre bien qu'un comportement idiot, c'est un comportement qui malmène toutes les règles de la séduction ou de l'adaptation et qui va vers une forme radicale de simplicité. Elle s'exprime de cette façon-ci. Par exemple, maintenant, je sors toujours avec mon lit. Et quand une femme me plaît, je la prends et je couche aussitôt. Si ses oreilles sont laides et grandes ou son nez, je les lui enlève avec ses vêtements et les mets sous le lit qu'elle retrouve en partant. Je ne garde que ce qui me plaît. Voilà, ça peut être assez simple, finalement. L'arrachage des têtes, depuis Plume jusqu'à façon d'endormi, façon d'éveillé, représente assez bien cette tentation d'en finir avec ce qui vous la prend. Ne voyez pas dans cette expression une familiarité oiseuse, mais plutôt l'idée que l'idiot se comporte dans le réel comme il le ferait sur le plan métaphorique ou dans l'espace intérieur du fantasme. Et c'est à ce prix, et à celui-là seul, qu'il garde son intégrité et préserve toujours, surtout, celle de son homme gauche. De même, lorsqu'on commence à écrire, on n'écrit que pour inventer des animaux imaginaires, des langues idiomatiques. De même, on lit pour éprouver sa liberté. Et je me réfère à nouveau à passage. Quant au livre, il me harasse par-dessus tout. Je ne laisse pas un mot dans son sens, ni même dans sa forme. Je l'attrape et, après quelques efforts, je le déracine et le détourne définitivement du troupeau de l'auteur. Dans un chapitre, vous avez tout de suite des milliers de phrases,
et il faut que je les sabote toutes, cela m'est nécessaire. Donc vous voyez que le sujet lecteur, il démembre le texte, comme il le fait avec tous les fâcheux et les fâcheuses qui l'entourent. Il se moque de la hiérarchie, de l'ordre des mots, du jeu des capitales et des minuscules. Cette insoumission, qui est une agression, elle donne lieu à ce qu'on pourrait appeler une lecture idiote. On peut décrire son mouvement, c'est ce que fait Michaud, mais son histoire, ce qu'elle raconte, le sens que peut-être elle dégage, reste incommunicable. De nouveau, je me réfère à une mise en garde, une admonestation de poteau d'angle, sur laquelle je crois on a beaucoup à méditer. Communiquer, toi aussi tu voudrais communiquer? Communiquer quoi? Tes remblais? La même erreur toujours. Vous remblais les uns les autres? Tu n'es pas encore assez intime avec toi-même, malheureux, pour avoir à communiquer. Cette imposture de la communication est la conséquence d'une éthique de l'idiotie. De soi, on ne peut déjà pas dire grand-chose. Aux autres, encore moins. C'est qu'on ne peut jamais se mettre à la place de l'autre, c'est-à-dire dans son corps. La manière dont il respire, dont il digère, dont il s'endort, dont il ne s'endort pas, tout cela nous sera à jamais inconnu et inaccessible. Toujours dans Poteau d'angle, si on connaissait la sensation de base des autres, on serait toujours à l'aise avec eux. Ils se tiennent en effet de préférence dans certaines parties de leur être, n'occupant pas également la totalité de leur corps, mais seulement quelques places et positions privilégiées. Bon. Et cette sensation de base, elle échappe toujours, hein, c'est la même chose que le sentiment porteur, que le tempo, hein. On n'en a qu'un, hein, c'est ce qui est irréductible, c'est ce qui fait la singularité. Donc pas plus qu'on ne peut se défaire de soi complètement, on ne peut se mettre à la place de l'autre dans son corps. Alors il faut s'observer, s'éprouver, s'expérimenter, se traverser, se parcourir, faire surgir les moi enfouis. C'est pourquoi le désir de communiquer est l'expression sans doute de la bêtise la plus grande. Et communiquer, bien sûr, ce n'est pas la même chose que adresser, hein. Ce qu'il est possible de faire, c'est de rester seul avec soi-même, assis au fond de soi, calé, reposé en soi comme dans son malheur, et de se parcourir en écrivant. On peut alors imaginer que Michaud retrouve son plume, et on peut imaginer aussi que parmi les visages que la peinture fait apparaître, cette foule infinie qui est, je cite, « le clan des moi que nous avons été », hein, parmi les visages de l'enfance, des peurs de l'enfance, dont on a perdu plus la trame et l'objet que le souvenir, parmi les visages des personnalités sacrifiées, des moi que la vie, l'homme droit, la volonté, le goût de la rectitude et de la cohérence a tué ou étouffé, il y a certainement, hein, ce visage de l'idiot. Alors, dans un dernier temps, qui sera plus court, je voudrais confronter rapidement l'idiotie de Plume ou celle de l'homme gauche, hein, qui est aptopathe, qui est malade du contact, hein, avec les évocations, je ne crois pas qu'on puisse vraiment dire les descriptions, les évocations que Michaud a faites des dessins des aliénés qu'il appelle aussi les ravagés. Ce qui caractérise d'abord ces dessins, c'est leur absence de rythme, leur indifférenciation. Ceux qu'il appelle les aliénés, les ravagés, sont dans l'incapacité radicale de faire de la musique. Ils peuvent dessiner, ils peuvent écrire, mais inventer une mélodie, ils ne le peuvent pas. Et s'ils dessinent, c'est sans capacité aucune d'individuation. Alors, un exemple, ils sont 3 dans le tableau, de face, debout, rangés. Homme, femme, enfant. Même cou, même main, même pose, même expression. Déchargés de toute personnalité, vidés de la particularité d'être une personne. Ainsi, il est peigné l'homme à la vie interceptée, indifférenciée. La variété du sentir perdue pour lui, perdue pour tous. Alors, cette absence d'individuation est aussi absence de distinction entre le masculin et le féminin, entre l'animal et l'humain. Je cite encore, une même morne masculinité adulte se retrouve aussi bien dans la femme que dans le garçon et dans son chien même, quand il lui arrive de l'ajouter dans le tableau,
figurant avec l'invariable expression d'un homme fermé, figé. Il y a quelque chose dans ces textes qui sont repris dans Chemin cherché, chemin perdu, transgression, d'une extrême violence, je trouve, qui est parfois presque insoutenable. Et ça me conforte dans l'idée que le rapport à l'idiotie, à ce qu'on pourrait appeler de façon massive et grossière la folie, et à une certaine forme d'enfance, et un rapport non romantique chez Michon. Pas du tout, jamais du côté d'une créativité heureuse et géniale qu'il faudrait retrouver. Alors que l'idiotie est du côté d'une quête de la radicale singularité, l'aliéné, vous l'avez vu avec ces extraits que je viens de lire, et dans l'indéterminé et dans ce que Michaud appelle l'indéchiffrable. Michaud note aussi à ce propos, à propos de ses dessins et de ses ravagés, qu'il peut y avoir un dérèglement tout à fait étonnant de l'intelligence. Alors que l'individu semble figé, sans élan, il arrive qu'un arriéré, c'est le mot qu'il emploie, un mot qu'on n'emploie plus, il arrive qu'un arriéré, s'étant adonné en secret à une suractivité locale, se montre un jour à l'étonnement général calculateur hors de l'ordinaire, capable à une vitesse déconcertante de calculer mentalement à la demande tel ou tel nombre énorme d'heures écoulées, depuis une certaine date du Moyen-Âge ou de l'Égypte ptolémaïque. Et toute autre vaine prouesse arithmétique, il réussit. Donc vous voyez que ce rapport à l'arriération, à une forme de ravage, c'est un rapport qui n'est pas dénué d'agilité, mais qui est dénué de créativité et de capacité de donner une forme et de créer quelque chose de singulier et de déterminé. On comprend donc à lire ces textes que Michaud est fasciné par ce type de comportement au sens propre anormal, qui se caractérise par un dérèglement de l'intelligence, du contact, mais plus encore du rapport à soi, qui est toujours tension vers l'individuation. C'est pourquoi l'aliéné ou le ravagé, comme il l'appelle, nous confronte à l'informe et au décoloré. C'est la question qui est posée. Comment, avec des couleurs, rendre l'absence de couleurs la perte de couleurs ? Donc dans cette absence de forme, dans cette tension vers quelque chose qui est la perte de la couleur, je crois que Michaud conjure sans doute un de ces moi, et on retrouve deux pôles adverses dans tous ces textes, qui sont peut-être réversibles et antagonistes en même temps. Le premier, c'est la permanence dans le magma premier, archaïque, que Michaud appelle l'amnios. Et c'est une des choses que donnent à voir ces dessins. Visages enfoncés, engoncés les uns dans les autres, l'aggloméré de visages, surmonté d'un oiseau médiocre, est sottement couronné comme une ridicule crétine, un soir de fête et de trop de bière. Amas de visages, visages dans le vague, comme fœtus dans l'amnios. Et tout le passage, que je ne vais pas lire en entier, dit cette incapacité à déterminer, à individuer, par trop d'agglutination, par trop d'englument, par trop d'agrégation des formes. Le pôle adverse, c'est le pôle de la défaite, de la rupture et de la fragmentation. Et les deux mettent en péril la forme. Renversé, lézardé, morcelé, toute appartenance humaine oubliée. C'est seulement comme un sol que celui-ci maintenant se perçoit. Sol indéfiniment déchiqueté, aux croulantes mottes anonymes, dressées, déjetées, qui n'est même plus un terrain, mais les vagues d'une mer démontée, d'une mer en désordre, qui jamais plus ne se reposera. Sous cette forme informe qui le prive de lui, il survit, empêché de se reprendre. Incessant écroulement, fragment indéfiniment, fragment, faille, fissure, épave oblique. On est loin du chiffon de tout à l'heure. La défaite de la forme fait de ce dessinateur, je ne sais pas comment il faut l'appeler, la défaite de la forme en fait un paria, c'est le mot qu'emploie Michaud. Un paria, c'est-à-dire un être dans une position de rebut radical, faite de mise à l'écart, d'exclusion, d'extériorité. Les dessins, d'ailleurs, partent en fragments qui, à leur tour, jambes ou pattes ou poitrail ou menton ou mamelles, se prolongent et s'achèvent en rameaux, et ces rameaux en fibres ou fils. Et on va vers cet être végétal qu'on a évoqué ce matin.
Donc le paria, c'est une position qui est extrêmement violente et qui n'est en rien enviable et qui est un repoussoir pour le créateur. Ça me permet de préciser que l'idiot n'est pas le paria. L'idiot, il a encore une possibilité d'appartenance, que ce soit l'idiot du village ou que ce soit l'idiot de la famille, cher à Flaubert et à Sartre. L'idiot, il peut être dans la position d'être le roi du moi, par intermittence, mais tout de même. Et l'idiot intérieur, qui est celui, à mon avis, qui est le plus proche de Michaud, l'idiot intérieur, il n'est pas assigné à une position, il n'est pas de la famille ou du village, il est au plus près de ce qu'il est possible d'être avec son moi, dans une position moins vulnérable, naturellement, que celle du paria. La conclusion du texte que j'ai lu tout à l'heure, où le sujet et la forme se défont au point qu'on n'a plus que quelque chose qui ressemble à des côtes de la mer, des côtes dentelées, déchiquetées, défoncées. La conclusion de ce texte, toujours à distance, parce que la morale permet, l'énoncé d'une morale permet de se défendre, elle est la suivante: les rapports avec l'entourage seront pénibles. Alors, je vais faire pour conclure l'hypothèse que ce double écueil que l'idiot intérieur conjure ou exorcise est le suivant. Celui d'une forme qui échoue dans l'agglutination et l'indifférenciation, et celui d'une forme, d'autre part, qui est empêchée par une fragmentation radicale, qui est celle de l'être, celle du corps et celle du langage. Ces deux écueils nous renvoient à l'indéchiffrable et à l'absence de contact, à l'absence d'adresse possible. C'est donc une menace radicale pour la forme. L'idiot intérieur, ce serait celui avec qui une possibilité de forme singulière demeure et désirable, quelque bordée qu'elle soit par cette angoisse de la destruction et du rien, comme par celle de l'agglomération et des liens. Ce serait donc cela, une éthique de l'idiotie, qui conduirait à préserver la gaucherie, ce qui prémunit contre l'adaptation et aussi contre l'apathie. Cet idiot intérieur, il préserve l'énergie, fût-ce dans la destruction, fût-ce dans l'agression. Préserver l'énergie, c'est préserver son rythme, son tempo, son andante, comme dit aussi Michaud, que chacun a en propre et dont il ne doit jamais se défaire, de même qu'il a en propre ce sentiment majeur qu'il faut parvenir à définir. Préserver un rythme, préserver un tempo, préserver ce sentiment porteur, préserver sa sensation de base, c'est parvenir à définir non pas une identité, mais ce qu'on pourrait appeler une idiosyncrasie, qui est la condition première de la venue de la forme. L'idiosyncrasie, elle est du côté du rapport à soi, du rapport au corps, c'est la sensation de base, mais je crois aussi du rapport au temps, au tempo. L'aliéné et ses dessins, les dessins des ravagés, ne sont donc en aucun cas, selon moi, une expression radicale de l'idiotie, mais plutôt son point limite, où la singularité échoue et où elle renonce à tout jamais à une forme de différenciation et d'individuation. Le parti pris de l'idiotie intérieure, dont vous avez compris qu'il n'est pas une donnée, mais qu'il est une tension, qu'il est quelque chose qu'il faut acquérir par une hygiène ou peut-être même par une ascèse, ce parti pris de l'idiotie intérieure n'est donc pas un choix négatif, ça n'est pas un défaut, ça n'est pas un manque, mais c'est une forme d'ascèse qui doit préserver la singularité. Autrement dit, l'idiotie au sens étymologique du terme, idiot, particulier, singulier, dans un équilibre qui n'est chez Michaud jamais acquis entre l'intérieur et l'extérieur, idiot intérieur, idiot extérieur, que Plume représente, entre la forme et l'informe, entre l'idiotie comme point de résistance et l'idiotie comme forme d'assentiment à la vulnérabilité. Merci.